Cérémonie d'hommage au Parlement européen de Strasbourg, cérémonie à la mémoire de l'Italien David Sassoli qui était président de ce Parlement jusqu'à son décès la semaine dernière. De nombreux pays font toujours face à une vague de contamination due au variant Omicron. Le point sur la situation sanitaire dans ce journal. Qui a trahi Anne Frank? À en croire des enquêteurs internationaux, la jeune fille juive pourrait avoir été dénoncée par un notaire juif pour sauver sa propre famille. L'hommage du Parlement européen à son président défunt David Sassoli. Après des funérailles d'État en Italie, c'est au tour des eurodéputés et de responsables politiques de saluer la mémoire de ce champion de la démocratie. Au cours d'une cérémonie, tous ont rappelé sa bienveillance, son dévouement et son sourire. Le président du Conseil européen a évoqué avec chaleur leur première rencontre. De notre coopération, des moments que nous avons passés ensemble, je garde, cher David, des souvenirs précieux, des moments qui montrent que la bienveillance, c'est une force et ça n'est jamais une faiblesse, des moments qui montrent que tu avais le souci constant de rassembler pour nous tourner ensemble vers l'avenir, pour susciter aussi des idées nouvelles pour l'Europe. Le président français Emmanuel Macron, actuellement à la tête de la présidence tournante de l'Union européenne, a évoqué la volonté de David Sassoli d'unir encore plus l'Europe. L'Europe qu'il défendait est solidaire. Solidarité entre ses citoyens comme entre ses membres. L'Europe qu'il défendait est forte, de la force de l'unité. À la fois ordonnateur et pacificateur de cet hémicycle, il confrontait les idées, jamais les personnes. David Sassoli, 65 ans, est décédé à quelques semaines de la fin de son mandat. Il avait été hospitalisé d'urgence au lendemain de Noël suite à un dysfonctionnement de son système immunitaire. Un décès qui a entraîné une pluie d'hommages à travers l'Europe, vantant un homme lumineux, un Européen passionné. 4 candidats sont sur la ligne de départ pour décrocher la présidence du Parlement européen. La chrétienne démocrate Roberta Metsola dispose cependant d'une longueur d'avance. La Maltaise représente le PPE, le Parti populaire européen, la principale force politique au sein de l'hémicycle. De plus, ni les sociodémocrates ni les libéraux n'ont présenté de candidats, ce qui lui ouvre la voie vers la présidence. Selon l'équilibre au sein du Parlement européen, sa principale rivale devrait être l'écologiste Alice Bah Kuhnke. L'ancienne ministre suédoise de la Culture va tenter de déstabiliser l'équilibre entre les 3 principaux groupes politiques au sein du Parlement. Une troisième femme est candidate, l'Espagnole Sira Rigo va tenter de faire entendre la voix de la gauche radicale. Enfin, les conservateurs et réformistes seront représentés par le Polonais Kosma Zlotowski. Grégoire Laurie, Euronews, Strasbourg. Le monde du théâtre et du cinéma ont soufflé un ouf de soulagement la semaine dernière. Le metteur en scène russe Kirill Serebrennikov, l'un des plus brillants artistes de sa génération, a en effet été autorisé à sortir de son pays pour se rendre à Hambourg pour un futur projet artistique. Nous avons fait la demande auprès des autorités officielles. S'il vous plaît, permettez-moi d'aller à Hambourg pour travailler, rendre cela possible, parce que j'ai un contrat à signer et qu'il serait probablement mieux que j'y sois. Et ils ont donné l'autorisation pour ce projet. Il n'avait pas pu se rendre à Cannes, où son film Leto était en compétition officielle en 2017, une ode en musique à la jeunesse et la liberté. Il était accusé d'avoir détourné une subvention d'État alors qu'il était directeur du théâtre Centre Gogol de Moscou. Je suis un citoyen de la culture. Je vis dans cette langue, dans la culture, dans le théâtre, dans l'art. Et j'aime beaucoup la Russie. J'ai beaucoup d'amis en Russie, en Allemagne, partout. Et mes rêves sont toujours en Russie. Son dernier film, La fièvre de Petrov, est une coproduction européenne qui a également été sélectionnée en compétition à Cannes l'an dernier. Mais Serebrennikov n'avait pas pu quitter la Russie pour le présenter.
Comme de nombreux pays dans le monde, la Russie fait face à une vague de contamination au Covid-19. En cause, le variant Omicron plus contagieux. Les autorités sanitaires appellent à ne pas relâcher les gestes barrières. Quant à savoir si ce variant marque le passage de la pandémie à l'endémie, le principal conseiller médical du président américain a déclaré qu'il était trop tôt pour le dire. C'est une question ouverte de savoir si Omicron sera ou non le vaccin contre le virus que tout le monde espère. Car de nombreux autres variants peuvent émerger. La pandémie a été l'un des principaux sujets de la conférence virtuelle de Davos où le secrétaire général de l'ONU a exhorté les chefs d'entreprise à inciter leurs employés à se faire vacciner contre le Covid-19. Les 2 dernières années ont montré une vérité simple mais brutale. Si nous laissons quelqu'un de côté, à la fin nous laissons tout le monde de côté. Si nous ne parvenons pas à vacciner tout le monde, de nouveaux variants peuvent apparaître. Ils se propagent au-delà des frontières et ont de lourdes conséquences sur la vie quotidienne et sur l'économie. La vaccination devient impérative en Europe. La Grèce est le dernier pays à exiger que tout le monde soit vacciné. Les personnes de plus de 60 ans qui ne reçoivent pas leur injection seront passibles d'amendes mensuelles. Oliver Gray est un consultant britannique installé à Bruxelles. Ce musicien passionné avait l'habitude de parcourir le monde pour expliquer la législation européenne à ses clients. Mais depuis qu'il a attrapé le Covid long, sa vie s'est ralentie. Le Covid provoque aussi cette sorte d'arrêt. Tu sais, ton cerveau te fait mal. Tu n'es plus là où tu étais avant. Tu n'es pas normal et tu penses que tu iras mieux après un certain temps. Moi, je me demande si je vais redevenir normal un jour. Le plus dur pour Olivier, le manque de soutien de la société et des infrastructures de santé. Il se fait souvent traiter de gros ou de paresseux. Ce n'est pas seulement le fait que je n'avais aucun intérêt pour mon travail. Je n'avais pas la concentration nécessaire. J'avais peur de faire des erreurs. Je savais ce que je voulais dire. Je savais que l'un de ces noms était le nom d'un texte de loi ou le nom d'une étude. Et je n'y arrivais pas. Ce n'était pas seulement que je l'avais oublié, c'était tout simplement inaccessible. Cette fatigue irrépressible, ce brouillard cérébral, ces troubles de la mémoire sont quelques-uns des symptômes que présentent les patients de ce cabinet médical de Charleroi dans le sud de la Belgique. Pour pouvoir les aider, ce médecin généraliste s'est documenté. Il souhaite davantage d'informations et de reconnaissance pour ses patients et espère que cette recherche aura plus de succès que sa correspondance avec les autorités. Moi, je vais bien, merci, mais mes patients sont dans un état catastrophique. S'ils ne sont pas aidés, ils vont finir SDF peut-être, exclus sociaux, ou en tout cas terriblement humiliés par une maladie qui les touche et que personne ne reconnaît, voyez-vous, et sur lequel pour le moment il n'y a pas de traitement. Alors il y a des perspectives, on cherche, mais on n'a pas de traitement particulier. L'OMS cherche également des réponses. Dans une étude récente, elle a appelé les décideurs européens à prendre en compte la complexité du Covid long dans leurs réponses politiques. Qui a trahi Anne Frank? La question restée longtemps en suspens connaît peut-être un début de réponse. À en croire une équipe d'enquêteurs internationaux, la jeune fille juive pourrait avoir été dénoncée par un notaire juif pour sauver sa propre famille. L'enquête menée durant 6 ans s'appuie notamment sur une lettre anonyme envoyée au père d'Anne Frank après la Deuxième Guerre mondiale, un courrier qui identifie le notaire comme un traître. Nous avons pu déterminer que cette lettre a été écrite sur la machine à écrire d'Otto Frank, sans doute en 1957. Nous l'avons comparée à d'autres lettres qu'il a envoyées à cette époque. L'homme en question s'appelle Arnold Vandenberg. Il était membre d'un organe administratif mis en place par les nazis pour organiser la déportation des Juifs. Se sentant menacé, il aurait dénoncé la famille d'Anne Frank afin d'être épargné. Il est mort en 1950. Il s'agit d'une théorie qui repose sur la trahison, une théorie dont la source, la lettre, était connue, mais qui n'a jamais été correctement étudiée. Cette équipe d'enquêteurs a fait un travail minutieux et en ce sens, cela constitue une nouvelle étape. Mais il convient d'être très prudent quand on livre ainsi un nom.
Je pense que cela nécessite des recherches supplémentaires. Anne Frank vivait caché avec sa famille dans un appartement clandestin à Amsterdam avant d'être arrêtée par les nazis en 1944 et déportée dans un camp de concentration où elle mourra en 1945.